Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur cette présence militaire américaine dans le nord de la Syrie et plus précisément dans la région de Raqqa. Les Américains disent avoir comme objectif de s'emparer de la ville de Raqqa. Autrement dit, les Américains semblent vouloir en fait faire de la ville de Raqqa un épicentre de leur nouveau plan concocté pour la Syrie. Pourquoi en fait une telle stratégie américaine? Quelles sont les raisons de la présence militaire américaine dans le nord de la Syrie, des Américains qui en fait appuient très particulièrement les forces démocratiques kurdes dans le nord de la Syrie? Les Américains, tout comme les Français et les Kurdes, disent en fait vouloir lancer bientôt si vous voulez, l'opération de libération de la ville de Raqqa. Et les Américains se sont emparés, c'était le 26 mars, les Américains et les Kurdes, de l'aéroport militaire de Tabra, toujours dans la région de Raqqa. Pourquoi une telle présence militaire? Pourquoi en fait ce nouveau plan américain pour la Syrie? On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités de marque. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. Dans un récent article, le célèbre analyste arabe Abdelbari Atwan fait état du climat qui règne en ce moment dans les milieux politiques américains et européens, lequel pousse vers un démembrement de la Syrie, sa répartition en des régions autonomes à caractère confessionnel. Rex Tillerson, diplomate novice, a très calmement exprimé cette idée en invoquant la création des régions autonomes, provisoires et stables en Syrie. Tillerson dit que ces régions différeraient totalement des zones sécurisées que veulent les opposants syriens. En effet, le prétexte invoqué par Tillerson, c'est que ces zones sécurisées devraient accueillir les réfugiés syriens de retour en Syrie. Selon Atwan, les opérations de dislocation de la Syrie sont déjà en cours et elles ont commencé à Raqqa et dans sa périphérie. C'est un pas destiné à contourner le président syrien et à provoquer l'implosion du pays, comme la résolution onusienne de 2011 a permis le bombardement de la Libye et l'effondrement de l'État libyen au nom du soutien aux civils. Et Atwan ajoute: la prise du contrôle de l'aéroport militaire de Tabra et du barrage de cette localité par quelques 300 membres des forces d'intervention rapide US, soutenues par les Kurdes des forces démocratiques syriennes, s'est faite sous prétexte d'empêcher l'effondrement ou l'explosion de l'ouvrage. Les Américains ont dit vouloir contrôler l'eau de l'Euphrate à Jarablus et barrer la route à Daesh dans le nord-ouest de la Syrie. Les forces américaines ont de plus occupé la route reliant Alep à Raqqa pour contrer l'avancée de l'armée syrienne et ses alliés vers Raqqa et leur participation à la bataille pour la reprise de la ville. Tous ces agissements entrent dans le cadre de la vaste offensive que le ministre français de la Défense a promis de lancer dès le mois prochain à Raqqa aux côtés des forces alliées. Selon Atwan, les États-Unis veulent éviter à tout prix une reconduction du modèle de la libération de Berlin pendant la Seconde Guerre à Raqqa. Ils ne veulent rien partager avec les Russes ou les Syriens, d'où l'appel qu'ils ont lancé à leurs alliés britanniques et français pour qu'ils les rallient dans la bataille pour la reprise de Raqqa. Mais le plan de Trump est-il voué au succès? De nombreuses zones d'ombre existent. Djarba et ses hommes sauront-ils gérer cette zone sécurisée et se faire accepter par d'autres tribus? Et les Kurdes de Syrie, pour le moment sur la première ligne des combats, et surtout une région kurde, ne verrait-elle pas le jour le long des frontières syriennes? Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission, le débat consacré, comme on vient de vous le dire tout à l'heure, à cette présence militaire renforcée américaine dans le nord de la Syrie et plus particulièrement dans la région de Raqqa. Permettez-moi de vous
préciser également ce point que cette décision US de renforcer sa présence militaire dans le nord de la Syrie et plus précisément à Raqqa intervient à un moment où l'armée syrienne avait remporté des victoires très significatives sur les fronts de combat, très particulièrement à Alep. La reprise de la ville d'Alep, c'était un succès important pour l'armée syrienne et ses alliés russes, iraniens également. La résistance, et c'était un échec, une défaite cuisante pour des groupes armés terroristes, également pour leurs sponsors à l'extérieur du pays. C'est pourquoi les Américains cherchent, si vous voulez, à avoir cette présence militaire dans le nord de la Syrie, cherchent à s'emparer de la ville de Raqqa pour avoir, si vous voulez, leur atout, leur mot à dire désormais en Syrie également. On va vous en parler avec deux invités, deux spécialistes des questions internationales. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles, Luc Michel, géopoliticien et spécialiste des questions internationales au téléphone. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs. J'ai l'honneur et le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission le débat par Skype depuis Paris, un analyste politique et spécialiste des questions internationales. Il s'agit de M. Antoine Charpentier. Monsieur Charpentier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Monsieur Charpentier, on va commencer avec vous notre émission d'aujourd'hui. Comme première question, Monsieur Charpentier, pourquoi cette volonté, cette décision américaine d'avoir une telle présence militaire renforcée dans le nord de la Syrie? Pourquoi la ville de Raqqa, la région de Raqqa est importante pour les Américains? Oui, je vais commencer par la position de la ville de Raqqa, qui est stratégique puisqu'elle est frontalière avec l'Irak et avec la Turquie. Et il faut savoir que depuis un certain moment, les Américains essayent de freiner l'avancée de Hashd al-Sha'bi irakien et d'empêcher une jonction avec l'armée syrienne. Et surtout que, voyant dans cette poussée de Hashd al-Sha'bi, qui est presque à la frontière syro-irakienne, une avancée, une expansion de l'Iran, puisqu'elle considère que Hashd al-Sha'bi est une force chiite qui prête allégeance à l'Iran, ce qui est complètement faux, puisque dans Hashd al-Sha'bi, il n'y a pas que des chiites, il y a des chrétiens et des sunnites et d'autres composantes, même si le Hashd al-Sha'bi a démarré avec la fatwa du Marja'iyya Ali al-Sistani en Irak. Maintenant, pourquoi leur présence? En fait, on a l'impression que les Américains, ils ont pas pu démembrer la Syrie à travers leurs mercenaires. Aujourd'hui, Israël, depuis la riposte de l'armée syrienne, est paralysée, ne peut pas intervenir. La Turquie quitte le territoire. Alors, il n'y a plus personne pour sous-traiter. On a l'impression que les Américains, ils prennent le relais et ils s'en vont vers une tentative de démembrer la Syrie. Luc Michel, est-ce que l'objectif des Américains, comme l'a dit M. Charpentier, est de démembrer la Syrie? Écoutez, ils sont revenus au plan initial qui était dans le cadre du Grand Moyen-Orient en 2003. C'est effectivement de démembrer la Syrie. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on a vu en une dizaine de jours toutes les hypothèques qui existaient sur la question syrienne être levées. C'est un choc pour les Russes particulièrement. On a vu maintenant la Turquie d'Erdogan s'est réalliée sur l'OTAN et les États-Unis, puisqu'elle a obtenu le soutien américain au mouvement vers un régime autocratique. Le reste, les disputes avec les pays de l'Union européenne, ils sont maintenant considérés secondaires pour Erdogan. On a vu les Américains totalement dans une position offensive vis-à-vis de la Russie, que ce soit sur le dossier de la Crimée, que ce soit sur le dossier de la Syrie. On a vu surtout
Vous savez, il faut tenir compte de ce qui se fait à ce niveau-là. Il y a eu le congrès de l'AIPAC qui s'est tenu les 26, 27 et 28 mars à Washington. Le Times of Israel, moi quand il s'agit d'Israël, vous savez, je ne cite que des sources israéliennes. Autrement, vous êtes accusé de complotisme, d'antisémitisme, etc., particulièrement en France. Le Times of Israel a dit que c'était la lune de miel ou les noces d'amour entre la présidence Trump, Israël et le Likoud. À partir de ce moment-là, il y a une pression, en sachant que la présidence Trump, c'est la plus sioniste de toutes les présidences américaines. Il y a une pression pour revenir aux fondamentaux de l'alliance entre Tel Aviv et Washington, qui est la mise de côté de la Syrie et le containment de l'Iran. C'est ce qui est en train de se passer en Syrie. À cela s'ajoutent des considérations stratégiques, c'est-à-dire que les victoires de l'axe de la résistance aidées par l'armée russe à Homs, à Alep, etc., fait que ce qu'on appelle la Syrie utile, elle est maintenant sous le contrôle du gouvernement de Dallas. Alors, Luc Michel, Luc Michel, vous voulez dire que très rapidement, c'est l'Iran également qui est visé à travers cette nouvelle stratégie américano-israélienne, comme vous le dites. Doublement, à la fois l'Iran, ça c'est le but de guerre des sionistes et des Israéliens, et les Russes, qui est le but de guerre des généraux du Pentagone. Il y a, au congrès de l'AIPAC, ça a été une grande... On n'en a pas parlé tout d'abord dans la presse occidentale. Je pense que c'est un des rares à avoir fait des articles, mais dans la presse israélienne, ce sont des centaines d'articles. On a vu un show anti-iranien le premier jour. Il y a un groupe de sénateurs démocrates qui a déposé un plan de nouvelles sanctions contre l'Iran. On a vu toute une série de choses. Bien entendu que l'Iran est dans la ligne de bien. C'est l'adversaire. L'Iran et Moscou sont les deux grands adversaires actuellement, aussi bien de la présidence que du Pentagone, que évidemment de celui qui est redevenu l'allié étroit israélien. On ne sait rien faire contre ça. Et les Turcs d'Erdogan ont jeté, moi je n'ai jamais cru à un retournement géopolitique des Turcs. Il n'y a que la presse russe d'État qui croyait à ça. Et les Turcs, Luc Michel. Moi j'ai appelé ça des gesticulations opportunistes. Ils sont revenus dans leur position pro-OTAN. Permettez-nous d'avoir également l'approbation de M. Charpentier sur le point que vous venez de soulever. Monsieur Charpentier, si j'ai bien suivi Luc Michel, les Américains veulent en fait s'emparer de la ville de Raqqa. Ils ne se soucient pas en fait du sort de la population de Raqqa. Ils suivent un double objectif, viser en même temps l'Iran et la Russie. Et évidemment, de toute façon, ils ne se sont jamais souciés du sort de la population en Syrie depuis la guerre en 2011 et même avant, et toute la population du Moyen-Orient. Aujourd'hui, les Américains suivent plusieurs objectifs à Raqqa. Certes, c'est une lutte contre l'Iran et la Russie, mais c'est aussi la création d'un État kurde servile aux États-Unis dans une zone qui juxtapose l'Euphrate et son barrage qui fournit 800 kW par jour, des champs de pétrole qui peuvent fournir 2000 barils par jour. C'est ça qu'ils cherchent les Américains. Ils veulent être présents en Syrie sous l'étiquette de la lutte contre le terrorisme pour des fins de politique intérieure états-unienne. Les Américains veulent et sont en train de créer une base dans cette zone de nord de la Syrie, et justement pour contrer l'Iran et contrer les Russes et l'armée syrienne qui est en train d'avancer. Et ce qui va se passer, c'est là qu'on va rentrer dans le sérieux et dans le vif du sujet d'une guerre mondiale localisée, un affrontement avec peut-être des grosses armées. Mais je ne crois pas qu'on arrivera là, puisque le plan de Trump va échouer, puisque je réutilise le même vocal que Sayyid Hassan Nasrallah a utilisé lors de son discours en traitant Trump d'imbécile, car ça peut pas, un plan comme ça ne peut pas tenir. Même si les Américains, ils veulent pousser Daesh vers Deir ez-Zor
pour contrer l'avancée de l'armée syrienne. Et pendant que l'armée syrienne se bat contre Daesh et Deir ez-Zor, eux, ils sont en train de s'installer tranquilles dans le nord. Mais ça ne peut pas tenir puisque un scénario à la libyenne ne peut pas tenir puisqu'il y a la Russie et l'Iran et l'Irak en ce moment qui sont aussi en train d'avancer d'une manière ou d'une autre sur le terrain. Merci beaucoup, Luc Michel. M. Charpentier vient de soulever tout à l'heure un point, me semble-t-il, très très important. L'objectif des Américains, c'est également de pousser le groupe terroriste Daesh vers la région de Deir ez-Zor. À un moment où les Américains, les Français, les Kurdes annoncent en fait de l'opération prochaine de la libération de la ville de Raqqa, il y a eu des informations qui indiquaient que voilà, les commandants de ce groupe terroriste Daesh et leurs familles sembleraient vouloir en fait quitter la ville de Raqqa, la région de Raqqa, pour se positionner dans une autre région, la région de Deir ez-Zor. Il y a eu même des informations qui indiquaient que voilà, le groupe terroriste Daesh pourrait déclarer même la région de Deir ez-Zor, la ville de Deir ez-Zor, comme sa nouvelle capitale. Et là, les Américains, selon des informations, suivent en fait un objectif néfaste. Daesh et l'armée syrienne affronteront comme ça, si Daesh est repoussé vers la région de Deir ez-Zor, pour le plus grand bénéfice des Américains qui vont quand même pouvoir préparer les autres volets de leur plan en Syrie, Luc Michel. Écoutez, la soi-disant guerre occidentale au terrorisme, ce n'est qu'un prétexte à l'ingérence. Pas seulement en Syrie, mais dans toute l'Afrique actuellement. Les prétextes de ce qu'on appelle la guerre humanitaire, qui a été définie par le néoconservateur français Kouchner, et des gens comme Bernard-Henri Lévy, etc., qui est un grand chantre de l'État kurde, c'est un prétexte. Le but, c'est de ne pas quitter le territoire syrien et pour le moment de mettre en échec la victoire stratégique des Russes, de l'armée syrienne et des Iraniens. Tout le reste, qui est une très grande comédie, les gens qui combattent véritablement le terrorisme, ce sont le président Poutine, c'est votre pays, c'est le président du Tchad en Afrique, Idriss Déby, non. Mais ceux-là ne sont pas aidés, au contraire, on leur jette des bâtons dans les roues de partout. Il y a un plan stratégique américain actuellement qui est à l'œuvre. Il est mené pas seulement à partir donc de la frontière avec la Turquie, il est mené à partir de la région du Kurdistan autonome irakien, qui est un État de facto sous protectorat américain, et il est mené depuis la Jordanie, qui est la base arrière des djihadistes alliés à l'OTAN, l'ex-armée syrienne libre, le Jabhat al-Nusra, ceux qui mènent actuellement l'attaque contre Damas. Vous pouvez constater qu'aucun gouvernement européen, alors que Londres a été frappé par un attentat, qu'on commémore à Bruxelles une année d'instabilité et des attentats il y a un an, aucun gouvernement de l'OTAN n'a fait part de sa solidarité avec les victimes de Damas frappées par un assaut terroriste. L'Amérique, donc je disais, elle applique de nouveau les plans qui étaient ceux du Grand Moyen-Orient. N'oublions pas que ce sont des plans à l'origine des années 90 du Likoud. On est dans un axe Washington-Tel Aviv dont le but c'est de détruire la parité stratégique qui est rétablie entre Damas et les Israéliens avec les fameux S-300, S-400, dont le but, ça c'est nouveau, c'est d'empêcher l'émergence définitive de l'Iran comme grande puissance régionale. Et la dernière chose de ce plan, évidemment, c'est d'empêcher que la Russie n'accède à des positions géopolitiques pour lesquelles elle combat depuis Pierre le Grand et depuis la tsarine Catherine la Grande. Merci. La Russie, elle a un but en Méditerranée. Vous savez, moi je suis géopoliticien, je ne crois pas à l'amitié entre les peuples, je crois au réalisme. Le but,
c'est de contrôler la Crimée depuis ceci, le XVIe siècle. D'y avoir une base navale, ils ont repris en 2014. Merci beaucoup, Luc Michel. Totalement. Et la base de Tartous au Levant, c'est inacceptable pour les Américains. Merci, chez Luc Michel. Monsieur Charpentier, en fait, Luc Michel vient de le dire, ça s'inscrit dans le cadre du plan américain du remodelage du Moyen-Orient, toujours à en juger par des informations citées par des sources et des autorités, des responsables kurdes. Les États-Unis envisagent de créer leur plus grande base militaire, toujours dans le nord de la Syrie. Ça sera en fait la plus grande base militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Vous savez, les Américains suivent des objectifs bien prémédités, Monsieur Charpentier, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. D'abord, j'aimerais revenir sur le mot ingérence utilisé par M. Michel. Et je crois que là, vis-à-vis des Américains en Syrie, on n'est plus dans l'ingérence, on est vraiment dans l'occupation. Ils occupent un territoire syrien d'un État souverain et ils créent une base militaire dessus, sans que la Syrie leur demande rien. Et les Russes sont venus et les Iraniens en Syrie et leurs alliés, puisque l'État syrien légitime et souverain a demandé de l'aide à ses alliés. Là, on est dans le cas d'une occupation. Et personne ne dit rien. Les Nations Unies ont l'air très, très silencieux et ils regardent faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent les Américains de la création de cette base militaire? Ils cherchent à contrôler le Moyen-Orient, à remodeler le Moyen-Orient puisque le projet est revenu sur la table, sauf que les Américains et leurs alliés sionistes ne comprennent pas les messages qu'ils sont en train d'envoyer la Syrie, la Russie et l'Iran. Et cette création de base militaire risque que les Américains auront le même sort qu'ils ont eu en Irak et qui partent encore une fois du Moyen-Orient, la tête baissée, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, peut-être ils arriveront ou non à créer cette base, mais ils sont en train de prendre un risque, un gros risque, puisque eux, ils avancent, ils se développent, et les autres nations aussi, la Russie, l'Iran et la Syrie, se développent aussi. Merci. Alors, les rapports de force vont être un grand enjeu. Là, le rapport de force, Luc Michel, venait de le dire que voilà, le double objectif des États-Unis, c'est de viser l'Iran et la Russie, mais l'Iran et la Russie, dans le cadre de ce rapport de force que M. Charpentier vient d'évoquer, vont-ils rester les bras croisés face à ces scénarios américains? Très rapidement, s'il vous plaît. Il faut dire deux choses tout d'abord. C'est qu'il y a une nouvelle guerre froide qu'on appelle la guerre froide 2.0. Elle a deux points chauds, l'Ukraine et la Syrie. La deuxième chose, c'est que c'est la fin des illusions des Russes sur les Nations Unies. Qu'on voit une puissance occuper un pays, installer une base militaire dans le silence des Nations Unies, ça met un terme, ça déconsidère définitivement pour moi les Nations Unies. Est-ce que les Russes et les Iraniens vont réagir? Évidemment qu'ils vont réagir, mais il y a une volonté des Américains de confrontation qui est nécessaire pour relancer la course aux armements. Il ne faut pas oublier ça. C'est surtout la fin des illusions russes sur Donald Trump. Vous savez qu'au début, on disait Trump isolationniste, ami de Poutine. On rappelait que Tillerson avait serré la main de Poutine quand il dirigeait une multinationale du pétrole. Tout ça, c'est de la comédie. Moi, je dis depuis le départ, mais notez une chose, Stratford, le principal think-tank du Pentagone, dit la même chose que moi. Les États-Unis répondent à des fondamentaux géopolitiques qui sont à l'œuvre depuis au moins 5 présidences. Depuis la chute de l'Union soviétique, on assiste au plan du Grand Moyen-Orient qui continue d'être mis en route. Rappelons ce qu'est le Grand Moyen-Orient. Merci beaucoup, Luc Michel. C'est un remodelage qui veut créer 15 États nouveaux, dont le démembrement de la Syrie en au moins 4 États. Luc Michel, géopoliticien belge, merci infiniment d'être avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à M. Antoine Charpentier qui était avec moi pour cette émission par Skype depuis Paris.
C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.